Mes amis, nous voilà impliqués dans quelque chose d'horrible. Il n'y a pas de mots pour exprimer cette chose. Je voulais utiliser le mot bestialité, mais non. L'homme est pire que les bêtes. Il les surpasse dans toute l'immensité de l'enfer. J'ai le droit d'écrire cela après ce que j'ai vu et ce qu'il s'est passé à Auschwitz. Ces mots sont essentiels à notre mémoire collective. Ce sont ceux du capitaine Witold Pilecki, un officier de l'armée polonaise entré en résistance contre les nazis. Sa mission, infiltrer Auschwitz. Septembre 1939. La Pologne cède sous la charge combinée de l'Allemagne nazie et de l'Union soviétique. Abandonnée par ses alliés français et britanniques, elle pleure plus de 60 000 morts. Varsovie s'est effondrée. Son indépendance, obtenue 20 ans plus tôt, lui est arrachée. Sur la voie royale, l'occupant allemand humilie la nation polonaise. Les troupes du Reich paradent devant Hitler en personne. Mais sous les bottes allemandes, des hommes de l'ombre s'organisent déjà. Il y a véritablement un État clandestin en Pologne qui se structure très rapidement. Il y a le gouvernement polonais en exil qui va être d'abord en France et ensuite à Londres et qui va coordonner la mise en place de tout un ensemble à la fois de noyaux de résistance qu'on pourrait qualifier de résistance armée, mais en même temps toute une administration civile souterraine. Dès les premiers jours d'occupation, la résistance imprime une presse clandestine et prépare ses premiers sabotages. Parmi les meneurs du mouvement, un certain Witold Pilecki, capitaine réserviste de l'armée polonaise. Patriote, il se démarque des communistes et des nationalistes. Avant-guerre, ce hobereau de 38 ans produit des trèfles rouges. Il vit sur ses terres avec sa femme, Maria, institutrice, et leurs 2 enfants, Andrzej et Zofia. Pilecki nourrit des idées sociales novatrices pour l'époque. Il était à la fois militaire et activiste social. Pendant la période de 20 ans où la Pologne a été un pays libre, il a créé sa petite communauté. Pilecki a créé une association agricole, une unité de pompiers, une coopérative laitière, un bataillon de réservistes, plein de choses qui manquaient dans le pays. C'était un homme de devoir. Il me disait toujours, si tu crois que tu ne pourras pas aller jusqu'au bout de ce que tu entreprends, mieux vaut ne pas commencer. À la chute de Varsovie, Witold Pilecki enlève son uniforme d'officier pour endosser les habits de la clandestinité. Et il en a
tous les atouts. Il était très sportif. C'était un athlète qui prenait soin de sa forme. Il se déplaçait aussi silencieusement qu'un chat. Quand on dînait avec ma mère, il entrait sans faire le moindre bruit. Il restait dans l'entrebâillement de la porte de la cuisine à nous observer. Quand enfin on s'en rendait compte, on se mettait à sursauter en criant « Tu es un fantôme !» Dans la famille, fantôme est devenu son surnom. Pilecki cofonde une faction de la résistance polonaise qui comptera jusqu'à 15 000 membres. Il découvre les premières applications des théories raciales nazies. Pour le Reich, les Slaves ont le statut d'Untermensch, de sous-hommes. Il y a la hiérarchie raciale qui a été définie par le nazisme et qui est relativement simple. Au sommet, vous avez la race pure, la race germanique, ou ce qu'on appelle communément les Aryens. Et au plus bas, vous avez 4 sous-humanités qui sont dans l'ordre. D'une part, les Slaves, suivis par les Asiatiques, ensuite les Arabes et enfin les Noirs. Plus bas encore, les Juifs. Si les Juifs sont des sous-hommes dont il faut se débarrasser, on ne sait pas exactement encore qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée de se débarrasser d'eux. Les Slaves, eux, doivent servir en fait d'esclaves aux nazis. Dès septembre 1939, les nazis lancent l'Intelligenzaktion. Plus de 60 000 personnes sont arrêtées en quelques mois. Ces hommes ont tous un point commun. Ils font partie des classes dirigeantes polonaises. Pilecki se cache pour échapper aux rafles. Dès septembre 1939, une directive de Heydrich impose finalement la liquidation des élites polonaises. Ce sont les officiers de l'armée polonaise, ce sont les cadres de tout type, les professeurs d'université, les enseignants, les curés, tout ce qui peut incarner un semblant de cadre social qui forme la nation polonaise, entendue non pas uniquement au sens de polonais, mais les Juifs sont concernés, les Ukrainiens de Pologne sont concernés, tout est liquidé. Je ne crois pas qu'il y ait dans l'esprit nazi l'idée d'exterminer toutes les populations slaves, mais l'idée qu'ils ne puissent pas, disons, relever la tête et reconstituer une nation, oui. Et même s'il y a du travail forcé ou des exactions, elles n'ont pas pour finalité leur disparition. Le 14 juin 1940, des prisonniers de guerre polonais sont transférés par les nazis. Ils quittent leur geôle surpeuplée pour un endroit tenu secret, vers Oświęcim. Auschwitz, en allemand. La résistance polonaise veut découvrir ce que trame l'occupant et libérer les détenus. Un homme se porte volontaire, Witold Pilecki. Sa mission, infiltrer Auschwitz. À mon avis, il avait le sentiment que c'était son devoir. Il pensait en être capable. Avec ses aptitudes hors du commun et son expérience, il était le seul de la résistance à même de recueillir des informations à Auschwitz.
Et c'est pour ça qu'il a pris cette décision. Au sein de l'armée, il a été formé pour être à la fois espion et éclaireur. Il avait un don pour anticiper les mouvements de son adversaire. De plus, mon oncle était un excellent psychologue. Il savait recruter des hommes de valeur, des incorruptibles. Pilecki laisse derrière lui sa femme Maria, ainsi qu'Andrzej et Zofia, âgés de 6 et 7 ans. Il ne s'est pas dit « Oh, je préfère aller à Auschwitz plutôt que de rester avec ma famille, il n'y a pas de problème ». Ça a dû être un choix très difficile, mais l'attachement à la patrie et l'importance de sa mission l'ont emporté. Il était très religieux. Il croyait en la force de la prière. Il croyait fermement que Dieu allait le guider pour accomplir cette mission divine. Pour infiltrer à Auschwitz, Pilecki décide de se faire arrêter à son tour. Le 19 septembre 1940, il se rend chez sa belle-sœur et son neveu, Marek. Grâce à son réseau d'espions, il sait qu'une descente de la Gestapo est prévue ce jour-là dans leur immeuble. Le concierge, Jan Kilianski, qui faisait partie de la résistance, court vers nous, en criant « Monsieur Witold, les Allemands sont en train de rafler les hommes dans notre quartier. Nous avons une excellente cachette dans la chaufferie. » Mon oncle lui a répondu « Monsieur Jan, merci, mais cette fois, je ne vais pas l'utiliser. » Le concierge était stupéfait. Qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce que c'est que ce caprice? Ce n'est pas un caprice, mais bien le plan de Pilecki. Il se fait embarquer avec 1800 personnes dans un train. L'écrasement et le manque d'air étaient tels que les prisonniers mouraient pendant le voyage. Une fois arrivés, dans un lieu qu'on ne connaissait pas, la porte du wagon s'est ouverte sur une rangée de SS de chaque côté. Ils portaient des fusils et des fouets. Il y avait des bergers allemands. Pilecki est jeté hors du wagon. En un coup d'œil, en un cri, il comprend que sa mission n'a pas lieu sur Terre, mais dans ce qu'il appelle l'enfer. Non seulement les SS nous frappaient sur la tête avec les crosses des fusils, mais toutes nos idées, nos concepts sur la vie, la société sur Terre, tout cela s'effondrait de façon brutale. Ils essayaient de nous atteindre de façon radicale, de nous briser mentalement. Les SS riaient. Nos tortionnaires, tout en nous frappant, criaient « Hier ist Keil Auschwitz, mein lieber Mann ». Pilecki entre à Auschwitz avec les autres hommes. On leur demande « Quel est ton métier ?» Prêtre? Tué. Quel est ton métier? Enseignant? Tué. Quel est ton métier? Ouvrier? Battu et interné. En tant qu'officier, Pilecki comprend qu'il va droit vers la mort. 「 Pilecki comprend qu'il va droit vers la mort.
Il s'invente un métier technique pour survivre. Il reçoit un uniforme aux rayures bleues et blanches, orné d'un triangle rouge de prisonniers politiques, comme ces milliers de codétenus. Privés de toute possession, ces hommes sont également dépouillés de leur identité. À Auschwitz, les noms sont interdits pour achever de déshumaniser les prisonniers. Désormais, Witold Pilecki sera numéro 4859, esclave du Reich. On leur donnait un numéro sur un petit bout de papier. Ils devaient le tenir entre les dents. Mais Witold Pilecki l'a gardé dans la main. Il a été frappé au visage avec une matraque par un gardien. Ça lui a coûté 2 dents. Seulement 2 dents, comme il le raconte lui-même. Le discours du Lagerführer, le chef du camp, trace ensuite son destin. Le chef du camp, Fritsch, a fait son allocution. Il nous a dit « Vous êtes dans un camp de concentration, à discipline stricte. Aucun d'entre vous n'en sortira vivant. Ceux qui sont juifs, vous avez le droit de vivre 14 jours. Les prêtres, 1 mois. Les autres, 3 mois. » Sous les yeux de Pilecki, toute l'étendue du projet Auschwitz. Ce chantier permanent est déjà le plus grand camp de concentration et de travail forcé du Reich. Jusqu'à 20 000 hommes y seront détenus sur une surface de 20 hectares. Les industriels allemands espèrent profiter de ce réservoir de main-d'œuvre. Himmler va très tôt décréter que Auschwitz constitue le porte-étendard pour la reconquête allemande vers l'Est. On va voir les entreprises allemandes s'installer, un énorme développement économique, industriel, agricole, minier se développer un peu partout. Et donc le travail est réel, avec un élément très important pour les SS, si un détenu meurt, c'est pas très grave, il sera remplacé par un nouvel arrivant. À 5h45 du matin, le gong retentit. Pilecki rejoint la place d'appel où se tiennent des milliers d'autres hommes, parfaitement alignés. La moindre défaillance déclenche les coups furieux des capots. Ces détenus de droit commun allemands chargés d'encadrer les prisonniers. Au début, la principale tâche des SS et des capos était de tuer. Chaque capot avait le droit de tuer un prisonnier juste parce qu'il ne l'aimait pas. Il tuait essentiellement des gens qui ne travaillaient pas assez vite. Parmi ses chefs, Ernst Krankemann, un barbier berlinois de 45 ans condamné pour violence conjugale. Il terrorise jusqu'aux autres capots. La vue d'un homme tombant ou gémissant rendait Krankemann fou. Il sautait sur la poitrine du prisonnier, donnait des coups de pied aux reins et aux organes sexuels, le tuait de la façon la plus rapide possible. Ceux qui échappent à la folie de Krankemann rejoignent au pas de course un commando de travail. Et comme la plupart des prisonniers,
Pilecki est affecté à la construction d'Auschwitz. Pendant cette période, les prisonniers travaillaient majoritairement à l'agrandissement du camp, en construisant de nouveaux blocs et en ajoutant des étages aux bâtiments de plain pied. Quand j'avais 18 ans, je devais porter depuis le wagon des sacs de ciment qui pesaient jusqu'à 50 kilos. Quand un homme tombait sous le poids d'un sac, et beaucoup n'ont pas résisté, les SS lui tiraient dessus. Ils disaient que l'homme n'était plus apte à vivre dans le camp pour y travailler. C'était dans de tels moments, quand un prisonnier était achevé, que nous nous reposions pour quelques minutes, reprenant notre souffle et ralentissant notre rythme cardiaque. Nous étions comme des animaux. À bout de force, après 16 heures de labeur, Pilecki et les autres détenus rentrent au camp. Escortés par les SS, ils portent les dépouilles de leurs camarades morts au travail. À Auschwitz, même les cadavres doivent pointer pour l'appel du soir. Quand les capots partaient avec 100 hommes après l'appel du matin et qu'ils revenaient à la fin de la journée avec 100 hommes, ça voulait dire pour les SS qu'ils n'avaient pas travaillé sérieusement. Mais s'ils revenaient avec 90 hommes, ça voulait dire que c'était de bons capots. Pilecki titube jusqu'à son bloc avant le couvre-feu. Chaque bâtisse abrite jusqu'à 1200 prisonniers qui s'entassent pendant des mois sur le sol, puis dans des lits qu'ils auront construits. Ils sont plusieurs par niveau. Les vivants partagent leurs couches avec les mourants. Vous assistiez à l'agonie prolongée de votre ami. C'était comme mourir avec lui. Votre existence cessait aussi. Mais peu après, vous vous sentiez vivre, ou plutôt revivre. Et lorsque vous mourrez comme cela près d'une centaine de fois, inévitablement, vous devenez différent de ce que vous étiez sur Terre. Les conditions d'hygiène sont effroyables. Il faut plusieurs années pour que des toilettes soient installées, ainsi que des auges, pour que les prisonniers se lavent succinctement. Typhus, dysenterie, les maladies se propagent. Pilecki survit de justesse à une infection pulmonaire. Sous-alimentés, malades, les prisonniers dépérissent. Le matin, nous recevions un demi-litre d'un liquide qu'ils appelaient café ou thé. Une sorte de substitut. À l'heure du déjeuner, nous avions droit à 1 litre de bouillon. Le soir, ils nous donnaient 1/3 de miche de pain. Le pain décidait de qui vivait et de qui mourait. Le vol de pain était passible de la peine de mort dans les camps, tant par les autorités du camp que par les prisonniers eux-mêmes. Dans le camp apparaissent des silhouettes squelettiques, trop faibles pour travailler, trop exténuées pour manger, trop usées pour survivre. Une pensée commune émergeait. Nous étions unis par notre rage, notre désir de revanche. À partir de là, je me suis senti dans un environnement parfait pour commencer mon travail. Et j'ai découvert en moi une sorte de substitut à la joie. C'est grâce à cela que je ne suis pas tombé dans le désespoir. Il fallait combattre pour survivre.
Pilecki fonde son réseau de résistance, la ZOW. Son plan de bataille est déjà prêt. Il doit créer un réseau d'hommes fiables, chargé d'infiltrer tous les commandos, puis informer la résistance polonaise et les Alliés de ce qu'il se déroule à Auschwitz. Il espère déclencher une mutinerie pour libérer le camp, quand Varsovie en donnera le signal. Sur la Birkenallee, derrière les blocs, Pilecki commence le recrutement. Chaque fois qu'il se dévoile à un autre détenu, il risque sa vie. Witold Pilecki a été employé dans différents commandos de travail à Auschwitz. Et tout en travaillant dans ces commandos, il observait soigneusement les autres prisonniers. Si l'un d'eux gagnait sa confiance, alors Witold Pilecki lui proposait de le rejoindre dans son organisation clandestine. Il choisissait très scrupuleusement ceux qui allaient le rejoindre. Il a organisé la ZOW en plusieurs cellules de 5 personnes. Chaque membre devait se charger d'en recruter 5 autres. Et grâce à ça, beaucoup de gens échappaient à l'arrestation et ça nous évitait d'être infiltrés par les nazis. En cas d'arrestation par la Gestapo ou de trahison, il n'y avait donc que 5 personnes qui tombaient. Cuisine, étable, menuiserie. L'organisation de Pilecki infiltre les commandos les uns après les autres. Il était avantageux de choisir comme membres de l'organisation des personnes occupant des postes de commandement. Un chef de chambrée qui avait prêté serment pouvait donner des repas supplémentaires aux plus faibles. On pouvait aussi lui envoyer des camarades. Il les laissait se reposer dans la pièce. Pilecki comprend que pour survivre dans le camp, il faut travailler dans les commandos les moins difficiles. Afin de protéger ses hommes, il approche le chef du service du travail, Otto Kusel, 31 ans. Le détenu numéro 2 est pourtant un capot allemand. Un vol à la sauvette à Berlin l'a conduit, de camp en camp, à Auschwitz. L'homme est les nazis. Il savait qu'il ne pouvait pas aider les prisonniers les plus âgés. Mais les plus jeunes, de 20 ou 25 ans, c'était possible de leur permettre de survivre à Auschwitz. Je ne pesais que 40 kilos. Otto Kusel m'a vu et il m'a dit « Hé toi, numéro 918, va dans ce commando ». Et j'ai découvert que ce groupe travaillait sous un toit. Grâce à ça, petit à petit, j'ai repris des forces. Pilecki s'attaque ensuite à l'hôpital du camp. Il donne l'ordre à un membre de la résistance, le docteur Władysław Dering, de l'infiltrer. Dering vole des médicaments destinés aux SS et trafique les registres d'entrée et de sortie pour protéger les détenus les plus faibles. Parmi les hommes sauvés par la résistance, Kazimierz Pierowski.
Un prisonnier polonais est venu me voir quand j'étais malade. Il m'a vu et m'a dit de retourner au bloc. Parce que le lendemain, l'Obersturmführer de l'hôpital allait revenir. Et il était connu pour nettoyer l'hôpital après chacune de ses venues. Ce qui signifiait qu'il allait tuer les prisonniers qui n'avaient pas l'air bien. Le réseau de Pilecki atteint progressivement plusieurs dizaines d'hommes. Et le doute s'immisce dans l'esprit des Allemands. Ils repèrent des vols dans leurs bureaux, s'étonnent de ces détenus qui survivent plus longtemps que prévu. La Gestapo est sur la trace de Pilecki et des siens. Devant le bloc 15, une boîte à mouchards apparaît. La Gestapo promet de récompenser tout détenu qui dénonce ses camarades. Le camp jaugeait chacun d'entre nous, testait le caractère de chacun. Certains ont glissé dans un égout moral, d'autres ont vu leur personnalité étinceler comme du cristal. Pour Pilecki, commence alors une bataille du papier. L'organisation de Pilecki a fait un double de cette clé de boîte aux lettres. Les conspirateurs l'ont ouverte, lu les dénonciations, jeté celles qui mettaient en danger d'autres prisonniers. Pour neutraliser les mouchards, le réseau crée un tribunal clandestin. Alors que la journée, les nazis tuent sans distinction, la nuit, les traîtres sont jugés. Des détenus essayent d'éliminer les hommes les plus dangereux. Les mouchards, ceux qui font peser une menace, les capots les plus violents. On s'en occupe quand c'est possible, quand il n'y a pas de danger pour le faire, quand on peut faire disparaître le corps. Ces décisions n'ont jamais été prises à la légère. Elles étaient longuement réfléchies. Les membres du réseau débattaient entre eux. Pour condamner un prisonnier, il fallait recueillir de nombreuses preuves contre lui. En pleine épidémie de typhus, les hommes de Pilecki prélèvent des poux contaminés sur des malades pour les disperser sur les vêtements de leurs cibles. Capots, traîtres et SS infectés sont envoyés à l'hôpital où Dering et les siens les attendent. Absence de traitement ou surdosage, l'élimination est intraçable pour la Gestapo, qui redouble d'efforts pour détruire le réseau Pilecki. Elle interroge les résistants dans la prison du camp, le bloc 11, surnommé le bloc de la mort. Quand vous passiez à proximité, vous sentiez une odeur similaire à celle d'un abattoir. Un petit ruisseau rouge s'écoulait le long d'une rigole. Cette dernière était régulièrement nettoyée avec de l'eau de chaux. Mais presque tous les jours, le ruisseau serpentait à nouveau le long des rives blanches. Derrière des grilles habituellement fermées, les résistants appréhendés rejoignent d'autres condamnés à la peine capitale. Le SS-Hauptführer Gerhard Palitsch les attend. Surnommé le boucher par les détenus, il se vante d'avoir exécuté lui-même 25 000 prisonniers au mur de la mort. Au bloc 11, Palitsch avait un revolver avec un silencieux. Il le plaçait ici, contre la nuque du détenu, et appuyait sur la gâchette. Le sang giclait par les yeux, par la bouche, par le nez, de partout. Et il tombait raide mort. Palitsch a tué comme ça plus de 350 personnes en une seule journée.
Kazimierz Pirowski charge les cadavres sur une charrette pour les conduire au crématoire. Il fait en même temps le décompte précis des morts. Car Pilecki prépare la deuxième phase de son projet. Informer la résistance et le monde libre de la réalité des crimes commis à Auschwitz. Avant tout, chaque groupe de 5 devait observer ce qu'il se passait autour de lui. Notre mission était de récolter un maximum d'informations précises sur Auschwitz. Nous devions les passer à notre chef de groupe, qui les passait à son tour à Pilecki. Ces informations étaient compilées dans son rapport pour Londres. En novembre 1940, Pilecki trouve un moyen de contacter le monde extérieur. Un détenu libéré grâce à son influente famille apprend par cœur le rapport qu'il lui transmet. Arrivé à Varsovie, l'homme le récite à la résistance, qui le fait aussitôt parvenir à Londres. C'est le premier rapport sur le camp. Pilecki lève le voile sur Auschwitz et adresse une requête aux Alliés: bombarder les infrastructures du camp. Le bombardement aurait tué autant de SS que possible, détruit la clôture du camp, et par les interstices de la clôture, les prisonniers auraient pu essayer de s'échapper. Bombarder en 1941, c'est pas possible, ni en 1942, ni en 1943. Il faut attendre l'été 1944 pour que les Alliés soient en mesure d'atteindre Auschwitz. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est bombarder quoi? Bombarder les camps, vous allez tuer les prisonniers. Donc ça n'a aucune espèce d'intérêt. Et bombarder à Auschwitz, à cet égard, n'apporte rien d'autre que de tuer des gens qui sont déjà victimes des nazis. Le rapport se termine par cette phrase: personne ne mourrait en vain si cela signifiait la fin d'Auschwitz. Mais le 15 janvier 1941, les Britanniques opposent une fin de non-recevoir qui ne parviendra jamais à Pilecki. Pourtant, à Auschwitz, la machine de mort s'accélère sous ses yeux. Quelques mois après l'invasion allemande de l'URSS, 10 000 prisonniers de guerre soviétiques arrivent dans le camp. Ils étaient liquidés par épuisement, mauvais traitement, et par la faim et le froid. Parfois, des prisonniers étaient en sous-vêtements ou complètement nus, dehors, pendant des heures. Les Allemands riaient, en disant que les gens de Sibérie ne devraient pas craindre le froid. Nous entendions les hurlements de ces hommes, gelant jusqu'à la mort. Les détenus soviétiques s'apprêtent à faire l'objet d'une expérience nazie. Tuer quelqu'un, c'est traumatisant. Et donc, ils vont essayer de trouver un moyen pour couper tout rapport entre la victime et le bourreau, pour protéger le bourreau. Le 3 septembre 1941, Pilecki apprend que 600 officiers soviétiques et 250 Polonais sont conduits au bloc 11. À travers les fenêtres des cellules, les nazis ont envoyé du gaz. Puis, ils ont observé minutieusement le résultat. Si la quantité de gaz était trop faible, ils augmentaient les doses. Ce fut le premier massacre à Auschwitz commis avec du zyklon B. Puis, un jour de novembre, Pilecki observe plusieurs centaines de soviétiques, nus, poussés vers la morgue et les fours crématoires. Une scène terrifiante m'interloqua. Que l'homme peut être naïf devant la mort. Au début, je crus qu'on allait leur distribuer des vêtements. Mais pourquoi les acheminer vers les fours crématoires?
En fait, il s'avéra que c'était justement pour gagner du temps que ces prisonniers furent conduits là. On les enferma. Du toit, un récipient de gaz fut lâché. Puis des corps, dont certains frémissaient encore, furent jetés sur les grilles incandescentes des fours. Ce sont des gazages expérimentaux, mais ils sont quand même liés déjà au meurtre de masse, puisque c'est à peu près la même période qu'on expérimente sur des juifs des camions à gaz en Serbie, et que va être mis en fonctionnement le premier des centres de mise à mort. Et à partir de ce moment-là, le gazage va être utilisé pour liquider certaines catégories de détenus, en l'occurrence dans le cadre de certaines politiques, comme la 14F13, qui est la liquidation des détenus inaptes au travail, ou la 14F14, qui est le nom de code pour la liquidation de certains membres de l'armée rouge, c'est-à-dire des soldats soviétiques. En mars 1942, Auschwitz s'étend encore. Birkenau surgit de terre. 4 fois plus étendu que le camp principal, ce nouvel espace concentrationnaire est conçu pour 125 000 détenus. À peu près 15 000 prisonniers de guerre soviétiques vont être amenés à Birkenau, et ce sont eux, dans des conditions terrifiantes, qui vont commencer l'aménagement de Birkenau, qui devait être un camp de prisonniers de guerre, un stalag pour prisonniers de guerre soviétiques. C'était ça la destination première de Birkenau. Mais à partir de mai 1942, Birkenau, camp de concentration, devient également un camp d'extermination. Les nazis vont procéder à échelle industrielle à l'assassinat systématique et programmé de 900 000 hommes, femmes et enfants juifs. C'est la solution finale, entérinée lors de la conférence de Wannsee le 20 janvier 1942. C'est à partir de Wannsee, en fait, que va être décidée la déportation des Juifs de toute l'Europe, dans une idée qui n'est pas tout de suite formulée, mais enfin dans l'idée quand même qu'ils doivent mourir. La machine de mort ne fait que démarrer. À Auschwitz, c'était une chose. Mais Birkenau, c'était une énorme machinerie où les gens ont été consumés, gazés. Au camp de concentration principal, Pilecki est averti de ce qu'il se passe à Birkenau. Son compagnon de résistance Jan Karch y a été transféré. Il lui transmet les informations nécessaires à un nouveau rapport qui parviendra à Londres par l'intermédiaire de prisonniers évadés. Pilecki est le premier à véritablement informer de l'assassinat des Juifs à Auschwitz. Il comprend qu'à 3 km du Stammlager, autrement dit à Birkenau, il est en train de se mettre en place l'assassinat de masse des Juifs. Il y avait beaucoup de femmes et d'enfants dans les wagons. Parfois, il y avait des petits dans des berceaux.
Ils devaient ici terminer leur vie, tous ensemble. Ils étaient acheminés comme un troupeau d'animaux à l'abattoir. Femmes et enfants d'un côté, hommes de l'autre, allaient dans des baraques supposées être des douches. C'étaient des chambres à gaz. C'est sur la base notamment des informations que fait sortir Pilecki que fin 1942, le gouvernement polonais en exil va publier une brochure qui rapporte le sort des Juifs et l'assassinat de masse des Juifs dans le territoire polonais. Pilecki, bien sûr, comme pratiquement tous les prisonniers, était convaincu que cette nouvelle était de la plus haute importance. Il croyait que la quasi-totalité de la résistance polonaise, du gouvernement en exil et des pays alliés la traiterait avec une extrême attention. Ils imaginaient que libérer les prisonniers, ou au moins améliorer leur sort, deviendrait enfin une priorité pour les Alliés. Face à l'ampleur du drame humain, Pilecki espère passer à la dernière étape de son plan. Déclencher une mutinerie au camp principal. Couplé à une attaque terrestre de la résistance polonaise et un bombardement des Britanniques, il imagine venir à bout des SS et libérer Auschwitz. Depuis quelques mois, nous étions capables de prendre le contrôle du camp pratiquement tous les jours. Nous attendions l'ordre de le faire. Nous comprenions que sans lien avec l'extérieur, notre action serait certes d'une grande surprise pour le monde entier et pour la Pologne, mais elle ne conduirait qu'à un beau feu d'artifice. Il nous fallait le soutien et l'ordre du haut commandement de la résistance. Mais la tentation nous hantait tous les jours. Le monde libre reste muet, tandis que la machine de mort nazie continue de tourner à plein régime, inexorablement. On mesure dans les rapports de Pilecki, ainsi que dans les récits de nombreux anciens prisonniers, leur terrible déception, leur désillusion. Toutes ces informations sont parvenues à Varsovie et jusqu'aux Alliés, et rien n'a été fait. Pilecki conçoit alors une idée folle. Peut-être pourrait-il convaincre lui-même la résistance polonaise et les Alliés. Mais pour cela, il faut s'évader d'Auschwitz. En 1942, sur 170 tentatives, il n'y en a eu qu'une douzaine de réussies. Mais Pilecki croit, comme toujours, en sa bonne étoile. Avec deux autres prisonniers, Jan Rejej et Edek Ciesielski, il décide de passer par un atelier. L'endroit est idéal. Il est situé à 3 km du camp principal. Dans la nuit du 26 au 27 avril, Pilecki passe à l'action. À 18h30, Pilecki et ses complices sont partis au travail avec l'équipe de nuit. Ils étaient assignés à un atelier qui préparait du pain pour les prisonniers. Ils avaient avec eux un double de la clé qui ouvrait la porte arrière de la boulangerie. Mais là, rien ne va se dérouler comme prévu. Tout d'abord, les gardes ont été remplacés. Pilecki pensait qu'il aurait affaire à un groupe de SS âgés, qui avaient pour habitude de s'endormir tout de suite après avoir dîné. Mais ils ont été remplacés par des jeunes gardes, toujours sur le qui-vive. Puis ensuite, c'est la clé qu'ils avaient qui n'a pas fonctionné. Impossible d'ouvrir la porte. Je poussais non seulement avec tous mes muscles, mais aussi avec l'impulsion de tout mon système nerveux. Mais la porte semblait plus forte que nous. Enfin, de façon soudaine et sans bruit, la porte s'ouvrit grand devant nous. Un vent frais caressa nos visages en feu. Les étoiles brillaient dans le ciel comme autant de clins d'œil.
D'un bond, nous avons sauté l'un après l'autre dans l'obscurité. Les SS ont tiré. Nous courions, courions. Nous fendions l'air de nos bras et de nos jambes. Nous eûmes de la chance de ne pas être touchés. Après 947 jours d'enfermement à Auschwitz, Pilecki retrouve la liberté avec ses 2 camarades. Les Allemands ne parviendront jamais à remettre la main sur les 3 fugitifs. Après l'évasion, Pilecki a contacté des unités de résistants. Ces unités étaient cachées dans la forêt, autour d'Auschwitz. Ils avaient besoin du soutien de l'Armia Krajowa, la résistance polonaise. Ce support n'est jamais venu. Pilecki se rend compte que le plus important, c'est d'écrire son rapport pour témoigner de ce qu'il a vu et vécu. Avec cet ultime rapport, Pilecki veut achever son témoignage. Puis il reprend les armes pour combattre le Reich. En 1944, il participe à l'insurrection de Varsovie. Mais le rideau de fer s'abat sur la Pologne. Pilecki voit son rêve d'un pays libre et démocratique s'écrouler. Cette fois encore, il refuse de fuir. Après les nazis, il entre en résistance contre les soviétiques jusqu'au 8 mai 1947. Appréhendé par le régime communiste, Pilecki est torturé plus de 150 fois et meurt fusillé pour haute trahison. Son nom est banni des livres d'histoire. Il faudra attendre 1990 pour que Witold Pilecki soit réhabilité comme un héros de la Seconde Guerre mondiale, comme l'homme qui a infiltré Auschwitz.